Right here, right now. Like that. Bonjour et bienvenue dans Sakankan, votre émission qui vous sera proposée tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Avec nous, toute l'équipe de Newscom présente à Libreville, sur les sites d'OIM Franceville, mais aussi de Port-Gentil pour vous faire vivre l'essence même de la compétition. Pour démarrer ce premier numéro de Sakankan, beaucoup d'informations, d'actualités concernant cette compétition. Avec nous en plateau, Selou Tata Diallo. Selou Tata, bonsoir. Bonsoir Sega Diallo et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à Libreville où nous allons vivre cette Coupe d'Afrique des Nations organisée par le Gabon. Une Coupe d'Afrique des Nations qui arrive à grands pas et qui va démarrer dès ce soir. Qui va démarrer ce soir avec, on espère, beaucoup de jeux, beaucoup de matchs et surtout beaucoup de buts. Ici d'abord à Libreville et aussi maintenant dans les autres sites qui sont, vous l'avez dit, OIM, Port-Gentil et Franceville. Une Coupe d'Afrique des Nations qui démarre ce soir avec, on va revenir quelques jours en arrière, l'arrivée de certaines équipes pour cette compétition. L'équipe du Togo, arrivée hier, la veille, a été bloquée à l'aéroport de Libreville pendant 5 heures en attendant l'avion qui devait se charger de les transférer sur OIM. Quelques petits couacs comme ça qui ont existé sur l'entame de cette compétition, un peu problématique pour la CAF et pour le Gabon, n'est-ce pas, Selou? Un tout petit peu problématique, vous l'avez dit, quelques soucis d'ordre logistique. C'est vrai qu'il fallait s'y attendre, même si on sait également que le Gabon n'a pas eu assez de temps pour préparer sa CAN. On sait que ce n'est pas souvent évident pour les pays, et surtout d'Afrique, d'organiser des compétitions comme ça. D'autant que le Gabon n'a eu que 2 ans pour organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. C'était attendu, mais on espère qu'il n'y aura pas cette ampleur-là. Mais pour les Togolais, c'est vrai que c'est moindre mal comparé à ce qu'ils avaient eu il y a quelques années en Angola. Pour le moment, on dit que c'est un moindre mal. Et même nous, de la presse, on sait qu'hier, par exemple, arrivé à l'aéroport Léomba de Libreville, on a eu quelques soucis avec le tapis qui s'est arrêté. On a perdu énormément de temps. Donc, quelques soucis d'ordre logistique qu'on espère qu'il sera quand même, qui seront des soucis. Qui seront réglés et qui ne vont pas continuer comme ça. Oui, aussi, lors de la première conférence de presse au Stade de l'Amitié, qui est un site qui existe depuis la CAN 2012, il y a eu des soucis aussi au niveau technique pour les journalistes lors de cette conférence de presse et qui est un peu incompréhensible. C'est assez embêtant à quelques heures d'une compétition comme ça. La 3e compétition au niveau football dans le monde, on le sait, la CAN quand même gagne en ampleur et en consistance. Donc, c'est assez embêtant de voir ces petits soucis-là. Vous parlez par exemple pour les journalistes, c'est vrai que mais dans le centre média, on a vu également qu'avec Internet, ça ne marchait pas fort. Et donc, c'est des petits couacs dont on aurait pu se passer, mais qui sont là et qui persistent un peu partout en Afrique. Ces petits couacs-là n'entament pas l'enthousiasme, en tout cas, des officiels présents à cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons rencontré notamment le président de la Fédération congolaise de football, Constant Omari, membre aussi du comité exécutif de la CAF, qui défend bec et ongle, tout comme le président de la Fédération mauritanienne de football, Ahmed Yahya. Également un défenseur, l'un des défenseurs les plus acharnés de l'organisation, en tout cas du fait que le Gabon est au point, c'est Junior Bignam, il est le président de la commission communication de la Confédération africaine de football, tour à tour pour vous. J'en suis convaincu, parce que tous les groupes sont équilibrés. Et vous avez la belle brochette des meilleures formations nationales africaines. Et je garde l'espoir en observant la progression des équipes nationales en Afrique. Je crois que la fête sera trop belle. Tout est possible. Maintenant, je sais qu'il y a des bonnes équipes, mais je ne peux pas vous dire qu'il y a un archi-favori à mon avis. Ça reste toujours les grands, Côte d'Ivoire, si on veut voir les joueurs, la qualité des joueurs, etc. Côte d'Ivoire, Algérie, Ghana, Cameroun, mais ça reste toujours... je crois que ça sera une Coupe d'Afrique avec des surprises. La CAN, c'est le 3e spectacle de football au monde et il faut pouvoir, à tous les niveaux, être
au niveau des standards qu'on peut requérir. Donc la CAF souhaite avoir la pelouse la meilleure. Donc il n'y a pas de chaos. On aurait souhaité être dans une configuration idéale en ayant des stades près 2 ans avant. Mais on ne pouvait pas les avoir près 2 ans avant parce que le Gabon n'était pas organisateur de la compétition 2 ans avant. Donc après, nous devons comprendre aussi le contexte et la spécificité de l'environnement dans lequel le Gabon organise Mais le Gabon, comme pays hôte, est aujourd'hui, on peut considérer qu'il a rempli toutes ses obligations. Si du côté des officiels, vous avez entendu le son de cloche, l'enthousiasme n'y est pas forcément, puisqu'on sait que ce pays-là traverse une petite crise politique ou une grosse crise sociale. Du côté des médias et des journalistes, on ne voit pas cet enthousiasme. En tout cas, on entendra tout à l'heure Charles Bouya de la BBC et Patrick Julliard de Foot 365 qui reviennent sur cette ambiance. Mais vous, personnellement, comment vous percevez l'ambiance autour de cette CAN-là et de cette organisation? Pour le moment, il faut dire que l'ambiance elle est morose. Elle est morose dans la mesure où, vous l'avez rappelé, il y a une crise post-électorale ici au Gabon. Et le fait également que beaucoup de Gabonais auraient souhaité que les fonds utilisés pour l'organisation de la CAN soient dépensés ailleurs, par exemple dans la construction des écoles, des hôpitaux et de certaines facilités. Donc du coup, il n'y avait pas l'adhésion totale de tout le peuple gabonais par rapport à l'organisation de cette CAN. Donc on peut comprendre cette morosité-là. Maintenant, il faudra attendre ce soir, par exemple, et l'entrée en lice du pays organisateur. On sait que les Panthères quand même vont traîner du monde et on va commencer à mesurer là le vrai engouement autour de cette CAN-là. Mais pour le moment, on voit quand même qu'il y a une morosité qui entoure cette Coupe d'Afrique des Nations. Votre avis est partagé par Charles Mbouya et Patrick Julliard que nous avons rencontrés en zone de presse. Pour l'instant, je suis arrivé ce matin très tôt et j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup d'excitation en ville. J'ai pas vu beaucoup de drapeaux, j'ai pas vu beaucoup de personnes enthousiastes. J'ai l'impression que les Gabonais attendent pour voir, attendent peut-être de voir le résultat du premier match pour peut-être s'emballer un peu plus pour leur équipe nationale. J'ai vu quelques supporters de pays étrangers, du Maroc, du Sénégal, oui, mais ils ne seront pas à Libreville et pour l'instant, dans la capitale, je trouve que c'est bien calme. Sincèrement, pour avoir été ici au Gabon lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2012 organisée avec la Guinée équatoriale, on est loin de l'ambiance festive, hein. On est vraiment très très loin. À un moment donné, je me suis posé la question même si le pays allait accueillir cet événement. Mais il n'est pas là. C'est vrai que l'engouement n'est pas l'engouement de 2012 plutôt, lors de la première organisation. Mais attendons, je pense que l'engouement sera tributaire du comportement des Panthères. Je suis un peu sceptique au vu de ce que j'ai vu depuis que je suis arrivé ici, mais il ne faut pas désespérer. On espère que ça va marcher et que quand la compétition va être lancée, avec le match au Gabon-Guinée-Bissau, tout va aller pour le mieux. Cette Coupe d'Afrique qui démarre va connaître une atmosphère particulière. Beaucoup d'équipes prétendent au titre, notamment les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais on a un certain nombre d'équipes qui arrivent dans ce tournoi-là avec beaucoup d'ambition. L'Algérie, le Sénégal, le Ghana peuvent prétendre au titre. Qui véritablement dans le dernier carré pour pouvoir prétendre ramener ce trophée à la maison? En effet, vous savez, depuis déjà 2015, l'Algérie et le Sénégal étaient venus quand même avec beaucoup d'ambition, avec des effectifs étoffés, avec beaucoup d'individualités, de grosses individualités, côté algérien, également côté sénégalais, mais les deux se sont presque neutralisés au premier tour en 2015 en Guinée équatoriale. Et c'était la grosse déception côté Fennec et côté Lion de la Teranga. Et les deux équipes reviennent encore plus fortes que jamais pour cette édition 2017. On sait que l'Algérie, par exemple, avec Riyad Mahrez, meilleur joueur africain, mais également des attaquants comme Slimani, il y a de quoi faire une très belle équipe capable d'aller décrocher le titre de champion. Également le Sénégal avec, on va dire Sadio Mané, c'est la tête d'affiche de cette formation du Sénégal, mais également les Baldé Diao Keita et autres derrière. Ça a de la gueule côté Sénégal également. On sait qu'ils sont dans cette peau de favoris. C'est l'équipe qui a bouclé la phase éliminatoire avec 6 victoires en autant de matchs, donc 6 matchs, 6 victoires. Donc il fallait le faire avec Aliou Cissé qui connaît très bien la tanière.
et donc qui a réussi à imprimer cette dynamique au niveau de l'équipe nationale du Sénégal. Donc deux favoris avec le Sénégal et l'Algérie. Mais également, vous parlez de la Côte d'Ivoire qui est là, qui revient, qui a eu ce renouvellement au niveau de l'effectif avec quelques jeunes qui arrivent avec les séries et qu'on n'attendait pas là forcément. Mais les Yaya Touré sont partis. Michel Dussier, on le connaît. Il est là, il cherche à chaque fois des jeunes joueurs qui arrivent à éclore. Et donc, la Côte d'Ivoire peut être un candidat sérieux à sa propre succession. Maintenant, le Ghana, un peu moins, peut-être pour moi, le Ghana me paraît moins fort qu'il y a 2 ans. Michel Dussier, l'autre représentant guinéen, puisque le sélectionneur de Côte d'Ivoire a fait 5 ans en Guinée et donc va être soutenu certainement par les populations guinéennes. Autres Guinéens présents, les Guinéens de Bissau seront présents et seront dans cette émission à travers leur entraîneur Bassirou Kane qui va revenir sur les attentes et surtout l'ambition de cette formation de Guinée-Bissau qui va devoir cravacher dur dans sa poule pour se maintenir. Mais avant, nous allons prendre l'avis tranché de 2 spécialistes africains, Charles Bougna et Patrick Julliard. Pour l'un et l'autre, les favoris sont bien clairs, Côte d'Ivoire et Sénégal. Je pense que c'est peut-être l'année ou jamais pour le Sénégal de pouvoir y parvenir parce que c'est une équipe qui a des atouts dans presque tous les secteurs des jeux avec d'ailleurs un ancien Lion qui est de retour en fait aux affaires, Aliou Cissé. Et on a compris en fait, je crois au Sénégal qu'au-delà du talent, il fallait un vrai mental de guerrier, un vrai mental de gaïndé comme on dit d'ailleurs au Sénégal pour arriver finalement à vaincre un peu ces signes indiens, à sortir de ce carcan et finalement passer le premier tour de la CAN parce que ça fait quand même depuis 2008, 3 CAN de suite que le Sénégal ne parvient pas à sortir des groupes. C'est vraiment une anomalie et je pense que le Sénégal, cette année, a les ingrédients nécessaires d'aller jusqu'au bout. Je pense que la Côte d'Ivoire reste redoutable. Le désir de conserver son trophée, on sait que l'appétit vient en mangeant même chez les éléphants et ça pourrait peser lourd si la Côte d'Ivoire confirme les bonnes dispositions entrevues en match de préparation. Les Sénégalais espèrent bien sûr que c'est la bonne pour les Lions de la Teranga. C'est une possibilité aussi, donc pourquoi pas une finale entre ces 2 équipes. Et pour finir avec ces analyses, nous allons terminer avec notre consultant tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit de Hervé Penaud du journal L'Équipe. Il nous donnera à chaque numéro son avis sur cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est donc l'avis d'Hervé Penaud. Alors bonjour à tous déjà, je suis tellement content d'être avec vous. Ça va être un grand moment, on va passer une CAN formidable, faites-moi confiance. Et c'est vrai que là, c'est une CAN qui est très alléchante, parce qu'on se dit, qu'est-ce qui peut se passer? Aujourd'hui, il y a plein d'équipes qui semblent vraiment arriver à peu près sur la même ligne. Beaucoup d'équipes susceptibles de remporter cette compétition, même si certaines se dégagent un petit peu plus, liées à leur expérience, leur connaissance du terrain, du jeu. La première équipe à laquelle je pense, évidemment, c'est la Côte d'Ivoire. Alors, c'est jamais facile de bisser, puisqu'ils sont déjà champions d'Afrique en titre, mais il me semble que depuis quelques mois, ils ont réussi à trouver un nouvel équilibre qu'ils avaient un petit peu perdu après la victoire à la CAN. Après, il y a pas mal d'équipes qui peuvent postuler à ce titre de championne d'Afrique. Je pense au Ghana. Le Ghana, c'est une équipe qui est en demi-finale depuis 2008, qui a perdu 2 finales au tir au but, 2010 avec une équipe jeune, 2015, la dernière évidemment contre la Côte d'Ivoire, avec une équipe plus expérimentée. Elle revient quasiment avec les mêmes hommes, à 2-3 exceptions près, qui peuvent apporter d'ailleurs à cette équipe, comme Amartey, le joueur qui joue à Leicester maintenant, qui est un défenseur central très très intéressant, même s'il joue au milieu défensif en équipe dans son équipe anglaise. Et donc cette équipe-là, il faudra voir dans quel état sera Gian, évidemment, parce que c'est très important. Lui, c'est le capitaine de l'équipe. Et s'il est ne serait-ce qu'à 80% de ses moyens, ça peut être une équipe qu'il faudra suivre. C'est une équipe qui a l'habitude de ces confrontations africaines, qui n'a pas peur, qui est emmenée par André Ayew, qui ne pense qu'à une chose, c'est venger la défaite de son père à 92 et surtout égaliser la victoire de son père en 82. Donc voilà, tout ça fait que c'est une équipe quand même qui vient avec des armes et quelques certitudes. Maintenant, il n'y a non plus jamais d'assurance quand vous faites une Coupe d'Afrique des Nations. Et puis après, il y a des interrogations sur certaines équipes qu'on imagine intéressantes. Par exemple, la RDC. La RDC, elle a un potentiel sur le papier, à la fois un amalgame de joueurs locaux qui ont l'habitude de ces duretés africaines, j'allais dire de jouer sur des terrains un peu plus difficiles, et d'un autre côté, des expatriés qui ont apporté dans cette équipe de RDC pas mal de choses depuis un certain temps. La victoire au Tchad, il ne faut pas l'oublier, c'est important, ça prouve que c'est aussi des locaux qui savent gagner. Maintenant, l'absence de Bolassi peut leur faire mal. Il y a évidemment les deux équipes dont on parle souvent et puis qu'on ne voit jamais,
l'Algérie, potentiel technique phénoménal, mais c'est une équipe qui, dès qu'elle joue en Afrique subsaharienne, a beaucoup de difficultés. Elle n'arrive pas complètement à adapter son jeu, parce que ses joueurs n'arrivent pas à adapter leur jeu à cette Afrique noire où ils sont plus en difficulté en raison des conditions atmosphériques, conditions d'air de jeu, et puis aussi leur, j'allais dire, parfois incapacité à hausser leur mental au niveau de l'adversaire, parce que c'est parfois dur, costaud, et ils n'arrivent pas toujours à le faire, un peu comme les Marocains. Donc eux, ça va être un très grand test pour l'équipe d'Algérie. Et deuxième équipe, un peu dans le même cas, c'est le Sénégal. Sénégal, c'est une équipe qu'on voit gros comme une maison chaque fois qu'il y a une compétition. Et puis au final, ils font quasiment rien du tout. Alors on se souvient de l'échec absolu en Guinée équatoriale. Là aujourd'hui, sur le papier, toujours pareil, puisqu'il faut bien juger sur quelque chose, ils ont à peu près tout. Et après, vous avez quelques outsiders. Égypte, que peuvent-ils faire? À Port-Gentil, j'ai l'impression que le terrain va être catastrophique. Parce que vu que les officiels de la CAF ont dit que c'était peut-être pas le meilleur terrain, donc ça veut dire que c'est pas du tout un bon terrain. Alors là, l'Égypte peut être vraiment ennuyée sur un terrain comme ça, mais il y a Mohamed Salah qui est vraiment en grosse forme, qui leur a fait des grosses éliminatoires Cannes et Coupe du Monde. Et puis il y a toujours l'interrogation Gabon, parce que mine de rien, vous avez Aubameyang, l'un des meilleurs joueurs africains, deuxième au Ballon d'Or africain cette année, premier l'année dernière, qui est absolument immense dans son équipe de Dortmund, et qui peut mener le Gabon haut. C'est un peu les équipes qui peuvent se détacher. Mais bien sûr, je dis qu'ils peuvent parce qu'il pourrait y avoir de grosses surprises. Après ces avis tranchés, place à la compétition et notamment un match inaugural très spécifique, en tout cas pour les Bissau-Guinéens, amené par Bassirou Kandé, un entraîneur que nous avons suivi lors de sa première conférence de presse. Pour lui, les valeurs de la Guinée-Bissau sont assez claires, cohésion et collectif. C'est une force qui les a permis d'être là et l'ambition d'honorer la patrie. Voilà les armes de cette formation. Dépend du jeu collectif. Il n'y a pas de stratégie anti-Aubameyang, pour répondre à votre question. Notre force, c'est le sacrifice, l'esprit d'équipe. C'est d'ailleurs cette stratégie que nous avons mise en place et qui nous a permis de nous qualifier. Donc nous allons toujours miser sur cet esprit d'équipe. C'est Loutata, nous revenons avec vous sur le plateau. Après cette analyse de Bassirou Kandé, un entraîneur assez lucide sur les capacités de sa formation, mais aussi ambitieux malgré tout. Il y a des raisons d'être ambitieux pour cette équipe de Guinée-Bissau, déjà qui est sortie de la phase éliminatoire devant la Zambie, récente championne d'Afrique. On sait que la Zambie était déjà championne d'Afrique en 2012, donc il fallait le faire. Et avoir cette équipe jouer durant les éliminatoires, on s'est dit qu'il y a de la place, pour avoir une ambition quand même, au moins passer le premier tour. On voit une équipe de Guinée-Bissau très joueuse, très plaisante à voir jouer, avec des attaques placées, des attaques rapides. C'est une équipe qui peut surprendre et donc assez normal qu'on voit cet entraîneur avec beaucoup d'ambition, au moins pour passer le cap du premier tour. Maintenant, on sait c'est le novice de la compétition, c'est le petit poussé de la compétition. Ça va être très compliqué pour la Guinée-Bissau, mais est-ce qu'il y a quelque chose à perdre pour cette formation? Non, elle n'a absolument rien à perdre. D'autant que cette équipe gabonaise qu'ils vont rencontrer ce soir n'est pas complètement prête. On sait que José Camacho a pris une équipe en plein doute et que les matchs de préparation n'ont pas été extraordinaires. Est-ce que malgré la présence de Pierre-Emerick Aubameyang, cette formation gabonaise peut trébucher d'entrée face à cette formation de Guinée-Bissau? Non, pas que. Tout dépendra de la manière dont les Bissauais, surtout les Gabonais, vont appréhender cette rencontre. Les 15 premières minutes de cette rencontre vont être très déterminantes. Mais on parle de Pierre-Emerick Aubameyang aujourd'hui parce que c'est une superstar, non seulement sur le plan national, mais également sur le plan continental et même européen, on le sait. C'est l'un des meilleurs attaquants au monde en ce moment, d'accord. Mais le Gabon a également Mario Lemina au milieu de terrain. Il y a Ekwele Manga avec une grosse expérience derrière. Donc il y a une sorte de colonne vertébrale au niveau de cette équipe gabonaise qui peut faire très mal. Les Gabonais sont là, ils sont présents, mais tout dépendra de la manière dont ils vont appréhender les 15 premières minutes ou bien de manière générale, de façon globale, cette rencontre, parce qu'il y aura le public, il y aura la pression. Il faudra non seulement gagner, mais également convaincre. Tout le problème, il est là pour le Gabon. C'est où nous allons prendre l'avis d'un grand joueur, une immense star guinéenne. Il s'agit d'Aboubacar Titi Camara qui donne son avis sur cette formation bissau-guinéenne. On a vu des surprises comme une fois le Danemark qui a surpris tout le monde, sans oublier aussi
La Zambie aussi qui a gagné contre la Côte d'Ivoire. Tout peut arriver, mais gagner une Coupe d'Afrique, ça peut arriver sur 10 ans ou sur 20 ans. Mais je dirais il y aura des belles équipes qui vont vraiment défendre leur chance crânement pour cette édition. Autre match prévu en deuxième heure pour cette première journée. Il s'agit de la confrontation Cameroun-Burkina Faso. Une équation assez simple pour Hugo Bross et sa formation. Malgré une série de défections, l'entraîneur du Cameroun se doit d'être ambitieux avec sa formation, avec surtout un public assez exigeant. Hugo Bross, lors de sa conférence de presse. Il n'y a aucun problème. J'ai tout dans ma tête, j'ai mon équipe dans ma tête et j'ai aussi la tactique dans ma tête. Donc demain, les joueurs vont savoir quoi et comment et on va voir si c'est le bon choix. On ne sait jamais d'avance, mais c'est comme Benjamin a dit aussi, naturellement on respecte beaucoup cette équipe de Burkina Faso parce que, encore une fois, ce n'est pas une mauvaise équipe. Mais de l'autre côté, on va surtout regarder nous. Comment est-ce que nous allons jouer? Et ça sera beaucoup plus important, je pense. Les Camerounais, malgré une série de défections, vont devoir cravacher dur, en tout cas, face à une formation des étalons du Burkina qui est un peu l'inconnu de cette poule. Une formation du Burkina qui est en pleine mutation avec beaucoup de jeunes joueurs qui ont été intégrés dans cette formation, mais aussi d'anciens qui sont là depuis 5 CAN, notamment le capitaine de cette formation, Charles Caboret. Charles Caboret, oui, c'est la grosse inconnue. Pas que cette équipe burkinabé, également le Cameroun, pour moi, c'est une des grosses inconnues de cette CAN. On a vu il y a quelques mois de cela, Hugo Bross se plaindre du faible temps de jeu de ses poulains dans leurs clubs respectifs. C'est un vrai casse-tête pour cette formation du Cameroun qui arrive avec des joueurs, on ne dira pas de second niveau, mais quand même des joueurs qui ne brillent pas forcément en Europe, même si là aussi on peut citer les Vincent Aboubakar et Benjamin Moukandjo. Il y a de quoi faire une très belle équipe, mais le Cameroun ne peut pas être considéré comme étant un des favoris. Et c'est bien dommage parce qu'on a l'habitude de voir ces lions-là quand même faire peur à l'Afrique. Mais c'est peut-être un outsider, mais c'est l'une des grosses inconnues de cette compétition. Maintenant, pour revenir sur le Burkina Faso, vous l'avez dit, il y a ce mix, cette alchimie entre les anciens et les nouveaux. Les anciens, ils sont toujours là, les Jonathan Pitroipa. On ne sait pas de quoi exactement ils sont capables, mais on sait quand même que Pitroipa, il est capable de quelques fulgurances. Alain Traoré est là, il peut te sortir un mauvais match dans le contenu, mais mettre 1 ou 2 buts dans un match sans forcément briller dans le match. Et également, on sait qu'il y a le jeune Bertrand Traoré de l'Ajax d'Amsterdam qui est capable quand même de sortir de très gros matchs. Donc attention à cette équipe du Burkina Faso, elle peut créer beaucoup de problèmes aux Lions indomptables du Cameroun. Merci Selou Tata Diallo. Nous serons ensemble sur toute cette Coupe d'Afrique dans cette émission Sakankan, une émission qui vous parvient sur votre chaîne préférée. 1 heure avant le coup d'envoi du premier match de la compétition, bien entendu, pour vous donner toute l'actualité de cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci à vous. Merci. Sakankan, c'est aussi ces moments de détente et de distraction. Nos spécialistes sont là, notamment Ibrahim Khalil Sidibé, alias Khalil le Futur. Vous le connaissez sur Facebook. Là, il est là en spécialiste football. Pas que. Il va nous parler d'une situation rocambolesque au niveau de la sélection congolaise, la RD Congo, spécialisée dans la danse, dans le foot, puisqu'ils sont venus nous corriger à Conakry il n'y a pas très longtemps, 2-1. Khalil, parle-nous de cette équipe congolaise. Qu'est-ce qu'ils nous ont inventé encore cette fois-ci? Bonsoir Sega, bonsoir chers téléspectateurs. Je vais d'abord commencer par te rectifier. Alias ne me plaît pas. Quand tu dis Ibrahim Khalil Sidibé alias Khalil le Futur, cette appellation ne me plaît pas. Ah bah tu préfères être appelé comment? Ibrahim Khalil Sidibé. Ou Khalil le Futur. Ou Khalil le Futur. Bah, alias, ça veut dire... ça nous rappelle un procès dont je n'aimerais pas évoquer sur ce plateau. Allons, vas-y. Bon, d'accord. Les Congolais nous sortent une grève la veille du coup d'envoi de cette Coupe d'Afrique des Nations. Explique-nous qu'est-ce qui se passe au niveau de cette sélection. Déjà, on ne va pas commencer cette émission par les Congolais. Commençons d'abord par prioriser la proximité. Parce qu'on a une Guinée, la Guinée-Bissau, qui est là, qui représente la Guinée des Afriques. Donc c'est la représentante des Guinées d'Afrique. La Guinée n'étant pas qualifiée, donc
La Guinée équatoriale aussi n'étant pas qualifiée. Donc on va suivre la Guinée. Quelle est l'innovation dans cette formation, la Guinée-Bissau? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette formation? Bien que ce soit leur première participation, ils ont eu quand même le mérite de représenter toutes les 3 Guinées d'Afrique. Voilà, pour cette fois-ci-là. Vous savez, après leur qualification, ils n'avaient pas les joueurs comme ça, ils avaient de la volonté. Mais pour booster l'équipe davantage, l'entraîneur a fait un appel, c'est-à-dire à tous les Guinéens qui ont une double nationalité, à revenir rejoindre l'équipe nationale, afin de pouvoir bien figurer dans la CAN. Et cet appel a fait que maintenant, au sein de la sélection bissau-guinéenne, on retrouve des noms de Guinéens de Conakry. Des camarades notamment. Des camarades, un certain, j'ai même vu sur la liste un certain Barou Condé. Barou Condé, sûrement c'est quelqu'un qui a vu qu'il n'avait aucune place avec le Syrie national. Et il a préféré quitter son barreau natal pour aller à Bissau. Ou à Bissau jouer là-bas. Bien lui a pris puisqu'il va jouer une Coupe d'Afrique des Nations et le Syrie est à la maison. Ah oui, il va représenter dignement le Syrie. On va parler du Cameroun où il y a des soucis d'ego, de capitanat, de défection. 7 joueurs n'ont pas répondu à l'appel du coach. Il y a donc Choupo-Moting qui apparemment a des problèmes avec le capitanat. Ça nous rappelle un peu, non, une situation? Une similitude avec la situation du Syrie. Et c'est ce qui d'ailleurs a été à la base de la non-qualification de notre équipe nationale. C'est ce que je dis, l'Afrique se ressemble par ses réalités. Et il y a eu une défection. Il y a eu beaucoup de défections au sein de l'équipe camerounaise. C'est suffisant pour faire réagir un grand comme Patrick Mboma, qui d'ailleurs a prôné la radiation de ses joueurs, au sein définitif de ses joueurs dans l'équipe nationale camerounaise. La radiation, est-ce que ce n'est pas une solution extrême? Mais après, il a rajouté que l'équipe camerounaise ne reprend plus ce qu'elle était avant. C'est-à-dire elle est moins attractive qu'avant. C'est ce qui explique. C'est un lion en carton, en fait. C'est un lion en carton, c'est ça. Un lion qui a perdu ses griffes. Le Gabon a un autre renfort pour, en tout cas, la cérémonie de ce soir. Ils ont fait venir du lourd. Hein. Du lourd avec Bouba, mais bon, on sent pas, ça ne fait pas un grand effet parce que l'ambiance est encore morose. Ah, donc tu veux dire que Bouba est léger, quoi. Non, ce n'est pas parce qu'il est léger, mais la galère est lourde ici. Ça, c'est quel punchline? La galère est lourde. Ce n'est pas Bouba qui est léger, c'est la galère qui est lourde ici. D'accord. C'est ce qui partage les avis. Les Gabonais disent que le montant du cachet est faramineux et que ce cachet aurait pu les servir d'argent pour financer la construction des écoles, des ponts. Et voilà quoi, c'est ce qui... Ils ne sont pas sérieux parce que tout le monde souhaite avoir Bouba quand même. Tu as faim. Et c'est la Coupe d'Afrique des Nations, c'est les meilleurs du monde qui viennent. Mais on a Serge Beno. C'est pas pour autant qu'on va nier les réalités du terrain. Ils ont faim. En écoutant du rap, ça peut aussi amplifier leur faim davantage. Ça aussi, c'est des facteurs qu'on ne peut pas nier. Donc le rap amplifie la faim. Oui, mais quelqu'un qui a faim, il ne peut pas bien danser. D'accord. Maintenant, nous suivons un show spectaculaire avec beaucoup de présence médiatique. La Coupe d'Afrique que vous allez vivre pour la première fois en tant que journaliste, c'est quelque chose, c'est un événement majeur avec beaucoup de chaînes de télé. Vous allez être impressionnés parce qu'ici, il faut payer les droits pour pouvoir diffuser les matchs. Ah, maintenant, quelles sont les scènes qui ont... toutes les grandes chaînes de télé qui font du sport ont les droits. Des zones de sport généralement. Et pour National Geographic? Il ne passe pas le football. Il ne passe pas le football, mais quand le lion affronte un léopard, et ça relève de la vie animalière. Et tout ce qui intéresse, tout ce qui s'occupe de la vie des animaux intéresse National Geographic. On va leur passer dans la Coupe d'Afrique, on a coutume de voir des affiches épervier contre lion contre lièvre. Mais ça, c'est des choses comme ça que National Geographic s'intéresse. Donc on va faire l'appel. Et aussi, il n'y a pas de logique dans ça, parce qu'en Afrique, l'aigle peut battre l'éléphant.
Oui, c'est possible. Voilà, C'est et la le force lion s'est et fait battre par le les chien. mystères de l'Afrique. Voilà. Merci à Ibrahim Khalil Sidibé qui va nous accompagner régulièrement dans ces émissions Sakankan. Premier numéro produit depuis notre base d'Angondje du côté de Libreville. Une émission qui vous parviendra chaque jour une heure avant le coup d'envoi du premier match sur vos différentes chaînes. Merci de nous suivre et de nous faire confiance. Merci à nos partenaires, notamment Guinée Games, sponsor Platinium de cette émission, PM Environ et également les couturiers, les maisons de couture qui nous accompagnent. Notamment ce soir, Sega Diallo a été habillé par Yaimi, c'est du côté d'Abidjan. Gilles Touré et Saphir Création sont également partenaires de cette émission. Merci chez vous et à demain pour un autre numéro de Sakankan. Right